il y a un capital politique. Je veux dire, quand la moyenne d'âge dans les assemblées nationales, elle est autour de 55-60 ans, les jeunes s'investissent moins en politique, il y a une crise de nos mécanismes de représentation, de démocratie parlementaire qui fait que les jeunes sont moins représentés. Et en plus, c'est lié au poids démographique, c'est-à-dire que les vieux ont un poids politique plus important aussi par le système de représentation. Et il y a aussi un capital économique qui est plus important. Dans les lobbies économiques, je veux dire, quand on regarde la distribution du patrimoine, je pense qu'il y a une analyse intéressante d'un économiste de Stanford qui montre qu'il n'y a jamais eu autant d'inégalités patrimoniales entre générations qu'aujourd'hui. Donc, la menace de ça, c'est qu'en fait, les jeunes se détournent. Toute notre société, elle est basée sur une promesse intergénérationnelle. C'est-à-dire que dans nos systèmes de sécurité sociale, ce que je cotise aujourd'hui est basé sur une promesse de avoir la même chose quand je serai vieux. À partir du moment où il y a un tel déséquilibre entre les générations, en fait, on risque de détricoter nos systèmes de solidarité et les jeunes risquent de le détricoter parce qu'ils ne voient plus cette promesse de solidarité intergénérationnelle. Et donc, malgré eux, ils vont détricoter la solidarité. Donc moi, j'aimerais bien avoir la vue de nos trois experts sur ces mécaniques intergénérationnelles qui s'expriment de façon politique encore très latente, mais qui, je pense, seront la prochaine ligne de fracture de nos sociétés. Voilà, Dominique, tu veux commencer? Si Dominique nous entend. Ouais. Paul, alors? Oui, il y a un facteur, qui est tellement évident qu'on ne le mentionne pas parce qu'il est en arrière-plan et tout le monde est au courant. Il y a un facteur qui déresponsabilise pour d'une vie humaine, c'est le fait que nous allons tous mourir. Il y aurait une chose qui nous permettrait de ne pas nous déresponsabiliser à aucun moment, ce serait si les transhumanistes gagnaient et qu'ils parvenaient à nous rendre tous immortels. À ce moment-là, on ne pourrait jamais se dire ce sera le problème de nos arrière-petits-enfants ou ce sera le problème d'enfants dont je ne peux même pas imaginer l'existence. Et ça, je crois que toutes les générations l'ont fait par nécessité. Il n'y a peut-être qu'encore, je dirais, au moment où il y a une représentation par la religion d'une articulation véritable entre la vie ici-bas, comme on dit, et puis la vie au-delà, et qu'il faut gagner son salut dans cette vie-ci. Donc, il y a un lien entre les deux et on continue de se responsabiliser, ne serait-ce que pour gagner sa place en paradis. Cette image-là, elle a disparu et nous avons cette idée de tu ne l'emporteras pas avec toi, c'est-à-dire qu'au moment où on meurt, c'est terminé et il n'y a pas rien au-delà. Alors, comme nous sommes vieux, ce que nous aimerions bien, c'est de continuer à être encore un peu là et ça jouer effectivement dans les décisions qui sont prises. Pourquoi est-ce qu'on veut être encore un peu là? C'est une question dont j'ai discuté un jour avec mon ami Annie Lebrun, qui est poétesse, romancière, polémiste, la dernière sans doute des surréalistes, et on se posait la question, comme on le fait d'habitude, c'est-à-dire en ne mettant pas de gants et en essayant de comprendre. Et elle me disait, et j'étais d'accord, pourquoi est-ce qu'on veut continuer à vivre? Eh bien, le plus souvent, c'est simplement par curiosité, pour voir ce qui va se passer, parce que nous sommes un animal scopique, c'est-à-dire, comme disent les psychanalystes, nous sommes des animaux qui s'identifient avec ce qu'ils voient avec leurs yeux. Malheureusement, pour les non-voyants, c'est plus compliqué. Et nous voulons voir ce qui va encore se passer, mais ça se limite un petit peu à ça, je dirais, au niveau de la pulsion, en particulier quand nous avons dépassé l'âge pour lequel on a été conçu biologiquement, c'est-à-dire celui de produire des enfants. Chaque sexe a sa propre manière de contribuer à ça. C'est inévitable. Je crois qu'il y a quelque chose là qui n'est même pas dans la nature humaine, c'est dans la nature du fait que nous sommes des animaux et des animaux mortels qui nous déresponsabilisent par rapport à ce qui va se faire ensuite. Et il y a des exemples flagrants quand nous faisons une industrie nucléaire pour faire de l'énergie. Et la question des déchets, nous ne savons pas comment nous la traiter et nous disons, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, ils seront encore tellement plus malins qu'eux, ils trouveront la solution à ça. Malheureusement, je crois qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre, je dis même pas de l'humain, qui est de l'ordre du vivant,
si on n'a pas une projection dans un au-delà qui donnerait un sens à tout ce qui se passe ici, on se déresponsabilise petit à petit et on n'a plus qu'un seul souci, être encore là un certain temps. Et effectivement, c'est le poids. Et les institutions sont en notre faveur, qui ne permettent pas aux plus jeunes d'intervenir dans le processus. Ou alors, il faut ajouter, il y a des choses pour lesquelles même les vieux n'ont pas accès au processus. Moi, je souligne souvent l'importance de la manière dont les règles comptables essentielles sont formulées pour la gestion des entreprises et aussi pour la gestion des États, et qui sont plus importantes souvent que ce qui est écrit dans la Constitution pour déterminer comment nous allons faire des choix, parce que les règles comptables expliquent ce qu'est un coût, expliquent ce qu'est un bénéfice, et là, il y a toute une idéologie bien particulière qui est inscrite à cet endroit-là. Jean-Paul? La question que Thomas a posée était au cœur, en fin de compte, du débat que j'avais sur la problématique des retraites. Nos politiques publiques sont fondées sur des politiques d'âge. Il y a un âge pour apprendre, il y a un âge pour travailler et un âge pour être ce que l'on appelle inactif. Le vieillissement de la population va nous amener à remettre en cause cela. On va apprendre tout au long de sa vie et on peut être entrepreneur à 80 ans et entrepreneur à 15 ans. Or, toutes nos politiques publiques ont tendance à sectoriser en fonction des âges. La deuxième approche, c'est que l'aspect générique, les jeunes, l'aspect générique, les vieux, camoufle une extraordinaire diversité. Entre 60 et 70 ans, entre 70 ans et 80 ans, 80 et 90 ans, vous n'avez pas le même temps de vieillesse. Et enfin, la question de fond que pose Thomas, et qui est à mes yeux une des plus essentielles. Dans la crise que nous vivons, allons-nous avoir des approches individuelles, d'assurance individuelle par rapport aux risques que l'on ne maîtrise pas, ou est-ce que l'on va soutenir des assurances collectives, c'est le système de répartition. Or, dans le système de répartition, ce à quoi j'ai assisté, c'est que dans l'histoire du système de retraite en France, toutes les réformes de retraite ont été faites pour privilégier les retraités et faire payer les futurs retraités. Et lorsque j'évoquais en France ce que statistiquement personne ne peut contester, que le patrimoine des personnes âgées est de 110% celui des actifs et que la vraie problématique de pauvreté dans la société, ce n'était pas les personnes âgées, c'était les jeunes, c'est quelque chose qui est refusé dans l'aspect politique, parce que chacun réagit par rapport à ses intérêts catégoriels. Or, si nous ne retrouvons pas le sens d'une solidarité intra- et infragénérationnelle, un système par répartition auquel je crois, qui est bien plus solide pour résister aux crises qu'un système par capitalisation, et on va s'en rendre compte aujourd'hui par rapport à la fragilité du système financier et à la garantie du financement des retraites, ça pose la question de savoir si je me sens responsable de l'autre, même s'il est différent de moi par son âge, par sa culture et par sa religion. Or, cette problématique est aujourd'hui au cœur d'une tendance de repli individuel par rapport à un enjeu collectif, et cet aspect, au-delà de l'aspect générationnel, pose la problématique de la propriété, pose la problématique de l'intérêt collectif, pose la problématique de la gratuité, de la responsabilité. C'est un enjeu de fond. Est-ce que l'on est capable de réveiller les consciences pour dire est-ce que je me sens solidaire et responsable de l'autre, même si je ne l'aime pas, l'Africain, l'Asiatique, l'Américain par rapport à l'environnement? Est-ce que dans un sujet de stabilité sociétale, nous mettons en place des systèmes de protection de santé, de protection du futur, qui est le système des retraites, en faisant en sorte que, quel que soit mon travail, je paye selon mes revenus, etc., etc. C'est un sujet auquel je me suis heurté. Et c'est quelque chose qui est assez fondamental parce que, et je terminerai là-dessus, la problématique des jeunes générations par rapport aux nôtres, c'est le regard par rapport au futur. Pour beaucoup de jeunes, le futur a disparu et il n'est pas porteur d'espérance. Et donc, j'ai tendance à surconsommer mon présent et être dans une espèce de survie du quotidien. Et c'est quelque chose d'absolument fascinant car l'homme a un besoin impérieux de croire
et même y compris par rapport à la mort, que l'on avait un peu éloigné avec un sentiment d'insouciance dans lequel on nous berçait, c'est que paradoxalement, cette crise qui nous ramène à la fragilité de la vie, à la fragilité de la nature et à la vulnérabilité, est une extraordinaire vulnérabilité de mener de nouveaux combats pour préserver ce à quoi l'on tient. Thomas, est-ce que tu as commenté, soit peut-être un peu dans la… C'est dommage que Dominique ne soit pas là mais il va nous rejoindre, parce qu'il a écrit sur la spiritualité, et quelque part, tous les deux, vous faites allusion à l'importance de croire dans le futur et à l'importance de croire dans la société. Je laisse peut-être Thomas relancer le débat, sinon si tu n'as pas pour le moment, j'ai une question, moi, qui me challenge. Comment faire reprendre foi dans la société à tous ces gens qui sont confinés, au fait qu'il y a beaucoup de critiques sur la manière dont la gestion de la crise est effectuée, au fait que on a toujours cet équilibre aujourd'hui. Est-ce qu'on met en priorité la vie et la santé ou l'économie qui pourrait aussi engendrer des dégâts si on sacrifie l'économie sur la santé et sur les individus? Thomas, comment est ton approche par rapport à ça et quelles questions tu souhaiterais poser à nos orateurs? Voilà, Dominique est là. Oui, mais moi je raisonne beaucoup avec ce que Paul et Dominique viennent de mentionner. Et effectivement, c'est quelque chose, et Jolan pourra commenter aussi, mais qu'on observe c'est le paradoxe actuel, c'est-à-dire qu'on a une génération de personnes plus âgées qui se projettent plus dans l'avenir que les jeunes. Absolument. Et les vieux se projettent peut-être un peu trop, et les jeunes pas assez. Et c'est ça qui crée en fait fondamentalement un déséquilibre dans et presque un rapport une dynamique d'opposition et de rapport de force déséquilibré entre générations. Or, ça fait partie de l'alternance naturelle de la vie, cette succession de générations. Et c'est très particulier. Et moi, ça m'inquiète tout autant, en fait, le désinvestissement des jeunes dans leur avenir que cet accaparement de ressources par les personnes âgées. Et fondamentalement, on touche en fait à des mythes très profonds de notre civilisation, qui est on doit protéger le vieux parce qu'il est faible. Et aujourd'hui, à la fois le vieux est moins faible, mais sur base de ce précepte-là, on a des déséquilibres assez profonds. Il y avait des analyses assez fondamentales, je ne sais pas, Paul, si tu les as consultées, suite à la crise de 2008, qui voyaient en fait l'impact des mesures qui avaient été prises à la suite de la crise. Et on voit que, en fait, on a touché relativement peu au montant des retraites. Par contre, ceux qui ont morflé sur le marché du travail, morflé en termes de révision de salaires minimaux, etc., ce sont les jeunes. Et ici, avec la crise de santé publique qu'on connaît du coronavirus, on va avoir, je pense, exactement le même mécanisme. Peut-être que Dominique vient nous rejoindre. Par rapport à cette thématique de conflit de génération, d'opposition d'intérêts, de vision peut-être plus dans l'instant des jeunes et peut-être trop à long terme des vieux, comment tu vois la problématique dans cette crise? Oui, je ne suis pas entièrement d'accord avec ce que je viens d'entendre. On ne peut pas dire que les jeunes ne se projettent pas dans l'avenir. Enfin, moi, ça me semble totalement faux. C'est précisément ce que montrent toutes les manifestations pour le climat. Alors, le problème, c'est que c'est évidemment pas toute une génération et qu'il y a il y a une partition en termes de niveau de culture qui est très, très étonnante dans ce cas-là. C'est-à-dire que plus on monte dans les niveaux de culture, plus on aura des jeunes sensibles aux enjeux climatiques, etc., qui, par définition, sont pas des enjeux du futur, s'ils sont présents à tous les plans, mais pour bien les comprendre, il faut se projeter aussi dans le futur, et il aurait fallu le faire autrefois. Bon, et là, on voit qu'au contraire, on a un engagement assez fort, et donc, dès qu'on redescend dans le niveau de formation, par exemple en France, on le voit même dans les formations d'ingénieurs. Par exemple, là où on a le plus d'étudiantes et d'étudiants engagés sur ces questions-là, c'est dans les très grandes écoles. C'est de là qu'est parti d'ailleurs le manifeste
des étudiants pour le réveil écologique. Quand on arrive en UIT, par exemple, c'est une formation technologique plus courte, c'est déjà quasi inexistant. Dans l'enseignement professionnel, c'est alors pratiquement totalement absent. Là, on a plutôt affaire au complotisme. Donc moi, je pense que parler en termes de génération de façon comme ça, très générale, c'est faux. On a des coupures qui sont extrêmement fortes au sein d'une génération. Et on a effectivement, si on veut, les moins formés qui restent complètement sur le système consumériste, etc., qui n'en décrochent absolument pas. Alors que quand on monte en niveau de formation, on a au contraire affaire à une jeunesse qui décroche complètement du système tel qu'il existe aujourd'hui et qui exige de ces institutions qu'elle décroche. Et souvent, beaucoup de collègues, de professeurs dans les écoles d'ingénieurs suivent le mouvement. Ça, je trouve que c'est assez étonnant. Donc non, moi, je n'accepte pas, si vous voulez, la simple coupure en termes de génération, parce que, surtout en matière de jeunesse, on a vraiment affaire à une génération qui est très, très clivée. Oui, Jean-Paul? Oui, moi, je suis assez d'accord avec ça. C'est pour ça que les aspects génériques me gênent beaucoup. En réalité, le vrai clivage est entre ceux qui subissent le quotidien et ceux qui se sentent capables d'être acteurs du futur. Et l'on voit bien que ça concerne des personnes âgées qui n'imaginent pas, qui souhaitent préserver leur quotidien, qui n'imaginent pas de se battre pour le futur, des jeunes qui, comme vient de le dire Dominique, sont prêts à s'engager. Et je crois que la crise est un élément intéressant, car le confinement nous prive d'espace, mais nous libère le temps. Et l'on va avoir sur le plan sociologique et philosophique un vrai clivage entre ceux qui brutalement passent d'un temps contraint imposé par les horaires de travail, par les déplacements, à un temps libre. Comment gérer ce temps libre? Et c'est quelquefois une très grande souffrance pour un certain nombre de personnes qui n'ont pas été habituées à être l'acteur de leur propre vie. Et je crois que le fond du sujet aujourd'hui, c'est comment densifier son temps, comment être acteur du futur, comment donner à chacun les moyens d'être responsable. Parce que découvrir la fragilité de la planète ou la fragilité des relations humaines, ça aussi, ça va être un élément intéressant. J'attends les études, parce que je ne suis pas assez compétent en la matière, mais toutes nos générations précédentes, à la sortie de la dernière guerre, étaient totalement marquées par la privation de la nourriture, par la privation de l'essentiel pour vivre, et nos grands-parents n'arrêtaient pas de nous interpeller sur notre gaspillage. Je ne sais pas si nos générations ne vont pas être traumatisées par la privation de l'autre, par le confinement. Et je vois déjà un certain nombre d'enfants qui me disent « Ah ben, j'en avais marre de mon lycée, mais qu'est-ce que je serais content d'y retourner ? J'en avais marre de mon collègue de travail ou de mon chef, qu'est-ce que je serais content d'y retourner ?» Et donc, on voit bien que cet aspect privatif de la relation à l'autre peut peut-être créer un retour à un sentiment collectif et de communauté. Le vrai débat pour nos systèmes démocratiques, c'est est-ce que nous allons être une association d'intérêts catégoriels et privés de court terme, ou est-ce que nous allons être capables, par la conscience et le sens que je vais donner à ma vie, de peser sur des changements futurs qui remettent en cause des industries traditionnelles et dont le coût politique sera insupportable pour les électeurs et pour les politiques. Donc je pense qu'aujourd'hui, entre l'électoralisme qui va privilégier le court terme et la coagulation des ressentiments et la vision politique sur un futur qui remet en cause un certain nombre de choses, va passer par l'éducation, la responsabilisation et le sens de la capacité de chacun d'être acteur du futur. Paul, comment faire pour les acteurs du futur? Oui. Non, moi j'ai été étonné par l'analyse de Thomas et je concours avec Dominique et Jean-Paul. De dire que le problème n'est probablement pas générationnel, sauf sur une dimension. Une dimension, c'est qu'il y a manifestement une crise de la démocratie parlementaire. Il y a une confiance de la part des jeunes. Ce système ne leur parle pas. Ils voient bien que ce système est incapable de traiter de la manière dont il faudrait
la transition énergétique et la question du réchauffement climatique. Et du coup, ils sont obligés, je dirais en fait, à avoir un autre type d'action. Et leur type d'action, c'est essentiellement par le biais de la désobéissance civile, c'est-à-dire une critique, mais de l'extérieur du système parlementaire, en disant c'est pas là qu'on va pouvoir arriver à changer les choses. Par ailleurs, oui, les divisions de classe sont classiques, c'est-à-dire que les gens moins éduqués ont tendance à se rabattre sur des schémas simplistes comme le complotisme et le conspirationnisme, faute d'accès, je dirais, à une compréhension plus complexe des mécanismes. Et comme on le sait, quand on n'a pas les moyens de faire une véritable analyse, c'est-à-dire de pouvoir analyser des structures en disant c'est la structure qui fait que ceci ou cela, à ce moment-là, on s'en prend à des groupes de personnes et on se tourne de préférence comme coupable sur le voisin qui vous énerve parce qu'il fait des choses qui vous dérangent d'une manière ou d'une autre, et c'est lui le responsable de telle ou telle chose. Je vois l'entretien que j'ai avec Attali provoque ce matin un commentaire de quelqu'un qui ne sait pas écrire, il écrit de manière purement phonétique et qui analyse tout ce que dit M. Attali en termes d'appartenance à un groupe ethnique particulier. Voilà, c'est son explication. Alors, c'est le problème de l'éducation toujours, de faire apparaître les mécanismes d'une manière ou d'une autre. Mais nous devons être alertés au fait de ce manque de confiance. Ce manque de confiance des jeunes vis-à-vis du système parlementaire en disant on va changer les choses, mais pas à l'endroit où vous croyez qu'on le fait, parce que cet endroit-là fait la preuve de son inefficacité. Et là, on est dans une perspective, je dirais, extrêmement dangereuse, comme celle des années 30, où la population parle de vrai peuple, de faire dégager l'image de De Grelle en Belgique du ballet, des images que M. Mélenchon reprend en France sans savoir probablement que c'est le vocabulaire classique du fascisme des années 30. Et c'est dangereux, c'est dangereux. Il faut que justement ce pouvoir tel qu'il est maintenant, le pouvoir parlementaire, se rende compte de cette déconnexion, se rend compte Comment réenchanter cette démocratie? qu'il y a un sentiment que ce n'est pas là que les choses vont changer. Si elles doivent changer, ce ne sera pas là. Jean-Paul, comment réenchanter la démocratie? Ce que vient de dire Paul me semble être le mot-clé de tout ce qu'on évoque depuis le départ, la confiance dans le futur. Or, on ne peut concevoir un futur que si on a confiance. Et moi, j'analyse de façon très interrogative ce qui est en train de se passer en France, où l'on voit bien que la confiance passe par la transparence de la parole publique. Et dès qu'il y a un doute, qui alimente le complotisme ou pas, l'hésitation sur la gestion des masques en France a créé un doute qui détruit la confiance, qui est extrêmement préoccupante. On voit bien qu'ensuite, on a un problème des réseaux sociaux et des médias sur les débats scientifiques. Le débat que nous avons aujourd'hui sur la chloroquine, avec l'intervention de vedettes, d'hommes politiques, est en train d'être extrêmement perturbant parce que le scientifique fait partie des débats. Le débat fait partie de la science. Et donc, comment nos sociétés binaires, noir, blanc, peuvent-elles accepter les débats politiques et les débats scientifiques, parce que la pensée unique, la parole unique, c'est la dictature. Et donc, je vois bien qu'aujourd'hui, si nous ne prenons pas suffisamment d'attention à ce qui est en train de se construire, c'est qu'on est en train, par disparition du futur et de lisibilité du futur et par perte de confiance dans les élites, d'alimenter un courant populiste qui gérera des émotions plutôt que la raison. Et c'est quelque chose qui ne trouvera sa réponse que, 1, par la proximité, 2, par un réveil citoyen. Je pense que dès le plus jeune âge dans les écoles, on doit réapprendre le sens du débat, l'acceptation de la différence. On doit aussi pouvoir faire en sorte que chacun soit acteur le plus tôt possible dans sa commune, dans sa ville, de débats citoyens, d'éveiller les consciences, parce que le sujet qui m'inquiète, moi, en France, c'est que nous allons rentrer dans un schéma électoral d'élections municipales, régionales, cantonales et bientôt présidentielles, et j'ai une angoisse de la sortie du confinement et de la nature des débats
qui, je le crains, seront des débats accusatoires, de recherche de boucs émissaires, de responsables, et qui ne poseront pas les vraies questions sur la fragilité des relations humaines et celle de l'environnement. Et on va oublier, à la sortie de la crise, de réfléchir, mais qu'est-ce qui nous a amené cette crise? Est-ce que, ce que disent les scientifiques, il y a une relation entre les virus et la dégradation de l'environnement? C'est un vrai sujet. Si c'est le cas, comment faire en sorte de mettre en place des régulations mondiales? Et donc, le monde de demain va se construire dans les quelques mois qui vont se traduire après la sortie du confinement. Et on voit déjà l'explosion ou le renforcement de l'Europe va se faire dans les quelques mois qui viennent par rapport aux réponses que les Européens vont apporter de solidarité ou au contraire de repli. Et nous sommes à un moment où les nations peuvent se suicider par le repli sur soi, le repli sur le court terme, le repli sur le village, plutôt qu'une ouverture à une solidarité internationale pour l'environnement, pour les relations financières et pour reposer la question d'un capitalisme qui aujourd'hui ne sert que la finance et dégrade l'environnement et l'humain. Dominique, Oui, quelle est la solution pour redémarrer tout ça? Oui, je voudrais revenir un peu, si vous voulez bien, je voudrais revenir un petit peu sur l'aspect plus institutionnel, plus politique des choses. Habitant en Suisse, mais et étant franco-suisse, je suis très étonné de voir la différence d'appréciation de la chose politique. Je pense que la Belgique et la France sont plutôt à l'unisson de ce côté-là, et la Suisse, c'est très différent. Du côté de la jeunesse suisse, il n'y a pas cette distance vis-à-vis du système politique. Si je vois par exemple le principal mouvement de protestation climatique, la grève du climat, les principaux leaders sont tous des gens qui font partie des Jeunes Verts, c'est-à-dire qui sont dans le système, enfin qui aspirent à être dans le système parlementaire. Et en revanche, France, j'imagine Belgique, c'est un peu pareil, il y a au contraire un divorce total avec le monde institutionnel et le monde démocratique, qui est assez inquiétant pour tout dire. Et effectivement, ce qui prend bien, c'est plutôt une approche anarchiste, ça va être le municipalisme, etc. Mais en aucun cas la volonté de s'inscrire dans le régime parlementaire, ce qui me paraît effectivement inquiétant. Maintenant, le blocage parlementaire, bon, il me semble différent de ce qui pouvait peut-être exister, que sais-je, dans les années 30. On n'a pas simplement un blocage proprement politique, parce qu'en fait, on a un blocage parce qu'on a un paradigme qui nous vient en fait de l'économie néoclassique, qui a inspiré qui nourrit la plupart des décideurs politiques, beaucoup de décideurs économiques, et qui est absolument incapable d'envisager que nous vivons sur une planète avec ses règles, etc. Et ça, c'est vraiment gravissime. Enfin, je vois en France les débats publics, les tenants du système nous ramènent exactement à ce qui nous a conduit à la catastrophe. C'est-à-dire au fait qu'il n'y avait pas de masques provisionnés, etc., pas de tests, rien du tout. C'est-à-dire qu'on est dans un espèce de flux tendu. Et je trouve ça complètement étonnant. Enfin, on a affaire à des élites qui sont intellectuellement lessivées. C'est-à-dire que quel que soit le choc de la réalité, elles sont totalement incapables de le comprendre. Et là, il y a une collusion entre la part des élites qui accèdent au Parlement. En France, on a un vrai problème, c'est-à-dire qu'on a un Parlement qui est un Parlement de classe, si j'ose dire. C'est essentiellement des gens issus des milieux libéraux ou économiques qui sont élus, caricature à peine. Et là, on a un gros problème. Dans le livre qu'on a publié en 2011, on proposait justement un statut du parlementaire pour permettre à des gens venant de différentes strates de la société d'accéder au Parlement. Et c'est assez intéressant de voir qu'en Suisse, on n'a pas du tout la même chose. On a un Parlement de milice, avec, je ne vous dis pas que les classes populaires sont très bien représentées, mais ce n'est pas aussi caricatural qu'en France. Donc, on voit que quand on a l'ajout d'un aspect institutionnel à une structuration de la société sur laquelle il est assez difficile d'intervenir, on a un blocage total, là où le recouvrement entre l'institutionnel et puis la domination d'un paradigme économique est moins forte, comme c'est un peu le cas en Suisse, le blocage n'est pas le même. Ça peut peut-être fournir un éclairage. Quel rôle l'Europe peut jouer pour faire relancer la machine et garder ce projet démocratique?
Ça c'est compliqué parce que par définition, l'Europe est totalement néolibérale. Elle est complètement à l'unisson. Alors, j'ai perdu le don de l'analyse, mais par exemple, dans le projet de Green Deal de Mme von der Leyen, il y a un aspect où on en rajoute encore dans la privatisation des écosystèmes. C'est-à-dire, sous l'appellation Green Deal, on continue, on pousse le même paradigme. Et c'est ça qui est difficile, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a en fait un problème qui n'est pas directement un problème politique, ou plus exactement, on a une grille politique qui est en quelque sorte décalée par rapport aux problèmes qui sont les nôtres. On a un problème de civilisation, on a un problème qui fait qu'on n'arrive absolument pas à sortir du paradigme, si on veut, pour dire les choses rapidement, de la croissance. C'est-à-dire qu'on répond à tous nos problèmes en produisant plus et en consommant plus d'énergie et en augmentant les flux de matière. Et en fait, on a un système politique qui n'arrive pas à accrocher à ça, qui reste accroché à la division politique classique et qui est complètement décalé du problème que l'on creuse. Et il n'y a pas on a très peu d'expression politique de cette volonté de changement de civilisation. Dans les différents pays, les Verts restent très marginaux. Eux-mêmes, sur ce plan-là, ont un discours qui est parfois ambivalent. Donc, en fait, le gap de civilisation face auquel on est, on n'arrive pas à trouver une façon de l'exprimer. Et quand il s'exprime, il va être rabattu sur les catégories classiques, c'est-à-dire vous êtes un gauchiste. Non, ce n'est pas le problème. Qu'est-ce que tu penses, toi qui t'es engagé comme jeune dans l'action politique, ou en tout cas dans la réflexion politique, comment tu réagis par rapport à ces échanges? Ça va? Ah, je crois que c'était Jolan que tu. Non, c'est Thomas. Pardon. Okay. Ça va. Non, je suis assez en ligne en phase avec les réflexions de Dominique, et nous on le voit aujourd'hui dans notre action politique. Le focus est sur la réponse sanitaire et doit le rester parce qu'il y a une vraie urgence sanitaire. Mais au-delà de l'urgence sanitaire, la crise actuelle révèle énormément de failles de notre société, révèle énormément de vulnérabilité de la société. Et le pire qui puisse arriver, c'est que on recommence business as usual après la crise. Et je pense que la crise, elle a une nature assez différente d'une crise systémique comme en 2008 ou en 1929. C'est une crise qui se rapproche plus d'une crise comme une guerre ou comme une catastrophe naturelle à très grande échelle. Et donc, il va y avoir une reprise. Il va y avoir une reprise avec une croissance très forte pendant plusieurs trimestres. La question, c'est est-ce que c'est dans 3 semaines, dans 3 mois ou dans 3 ans? Et donc, notre système doit apprendre pour tirer des mesures correctrices. Et donc, tout le défi, je pense, pour les politiques aujourd'hui, est de se rappeler qu'à un moment, pendant la crise, tout le monde était d'accord sur la centralité de la solidarité et de nos mécanismes de répartition de sécurité sociale, sur le rôle essentiel de certains métiers à haute utilité sociale, mais qui sont dégradés et sous-valorisés. Ça va du caissier dans les supermarchés à l'infirmière, de la fragilité de notre modèle économique et de la nécessité de repenser une stratégie industrielle de reshoring, ne fût-ce que pour certaines filières stratégiques importantes. Et donc, il y a vraiment un combat politique fondamental à mener sur comment est-ce qu'on construit la mémoire collective de crise de notre société pour pouvoir, quand on sera dans une phase post-sanitaire, finalement utiliser cette crise comme un accélérateur d'une transition plutôt que d'un retour business as usual, parce qu'on va avoir 4% de croissance dans la phase de remontée de la crise en V. Je vois que Paul a une remarque sur l'Europe, et puis je voudrais, après ça, poser de manière à l'ensemble du groupe. L'objectif, c'est évidemment qu'on entre dans des mutations et des nouvelles réflexions après la crise, mais est-ce que les enjeux climatiques
compte tenu de l'urgence des problèmes qu'on va avoir après la crise, vont encore être audibles? Est-ce qu'il sera possible de prendre en main ces enjeux climatiques, par exemple, dans des critères d'évaluation pour le choix des entreprises à aider, des subsides à donner, etc. Mais avant cela, je laisse Paul commenter sur l'Europe. Oui, je vais ajouter quelque chose, mais ça va, tu vas voir, ça va connecter avec la question que tu poses ensuite. C'est pourquoi l'Europe fonctionne comme elle fonctionne. Et il a été ça a été dit par Dominique, c'est parce qu'elle est entièrement d'inspiration néolibérale ou même ultralibérale maintenant. Et ça, c'est lié à l'histoire de ces institutions. Ça a été fondé comme tout ça est venu de marchés communs, d'abord de la CECA, charbon et l'acier. Ensuite, c'est devenu le marché commun à 6, etc. La perspective marchande était centrale. Et donc, il y a je dirais, ce biais en faveur des marchands qui se trouve au sein des institutions européennes. Mais il a une application particulière et qui joue aussi au niveau de nos gouvernements. Et qu'on peut le résumer par la fameuse formule de Madame Thatcher, Tina, there is no alternative. Des gens m'ont posé la question, je suis allé creuser ça un petit peu il y a quelques années, c'est pourquoi est-ce que des décisions de gauche demandent l'unanimité à la Commission européenne et pourquoi des décisions de droite passent aux 2 tiers. Et c'était une bonne question, parce qu'effectivement, tout avait l'air d'être comme ça. La raison, c'est parce qu'il est inscrit dans les institutions, dans le fonctionnement de toutes les institutions européennes, l'idée qu'il y a des problèmes qui sont techniques et qu'il y a des problèmes qui sont des problèmes politiques. Alors, il se fait que dans la définition de toutes les problématiques, je dirais, conservatrices, toutes les problématiques de droite ont été définies comme des problèmes purement techniques, ce qui permettait à Madame Thatcher de dire il n'y a pas d'alternative, il y a une meilleure solution, il y a une solution optimale. Tandis que tout ce qui est de l'ordre, je dirais, de l'humain, de la générosité, du partage, etc., c'est considéré comme politique, c'est considéré comme idéologiquement biaisé. C'est cette capacité qu'a eue la pensée libérale, grâce en arrière-plan toute une science économique, moi je mets toujours ce science entre guillemets, qui a été fondamentalement créée par des groupes de pression, des milieux de l'industrie, des milieux de la finance, etc., qui ont inventé leur propre prix Nobel et ainsi de suite. Alors du coup… Paul, je vais t'interrompre parce que le temps avance, et donc ce que je propose, c'est par rapport aux enjeux climatiques. Oui, mais je ne peux pas… Non, je ne peux pas, au milieu d'une phrase, m'arrêter. Il y a donc une logique de cliquet, de difficulté de retour en arrière. Et parce que on a eu des votes à l'unanimité, des votes des 2 tiers des autres. Donc, on ne peut pas, c'est comme dans un mécanisme à encre dans une montre, on ne peut pas revenir en arrière sur ces choses qui ont été déclarées comme étant techniques. Et c'est ça qui donne la pesanteur et c'est ça qui donne l'idée aux jeunes qu'on ne pourra pas changer ce système d'intérieur, qu'il faut le faire sauter par d'autres moyens. Et ça existe aussi plus ou moins dans la logique de certains gouvernements. C'est moins dans les gouvernements qui sont des gouvernements de coalition, bien entendu, par nécessité, comme c'est le cas en Belgique, que dans des gouvernements qui sont souvent liés à un seul parti, comme en France. Voilà, merci. Merci. Jean-Paul, l'enjeu climatique, est-ce qu'il est audible? Alors, je crois qu'il faut mesurer l'impact que nous apporte cette crise du coronavirus sur toutes les théories politiques ou les théories économiques. On s'aperçoit que nous allons voir réaborder en France, mais partout en Europe, les problèmes de nationalisation, ce qui était totalement écarté de tout discours libéral depuis 15 ou 20 ans. L'on voit bien qu'est en train de se reposer par rapport à l'économie low cost dans laquelle était rentré ce monde depuis une vingtaine d'années, la problématique de la relocalisation des chaînes de valeur et de la dépendance, notamment pharmaceutique, notamment… Et donc, il y a toute une série de questions politiques que la crise est en train de réinstaller et qui vont remettre en cause un certain nombre de grandes théories économiques. Je pense à la gestion de la dette, le rôle des banques centrales, des obligations d'État, voire de l'annulation de la dette, voire de la solidarité européenne pour éviter les spreads entre l'Italie, etc. C'est des sujets de fond. Ce que je crains, c'est que pour ce que vient de dire Paul, des raisons d'unanimité, l'Europe n'arrive pas à apporter de réponse, n'arrive pas à se remettre en cause, alors que la mondialisation du marché qui a montré ses limites
est en train de créer une modélisation de la régulation environnementale et de la régulation de santé qui nécessiterait, comme au sortir de la dernière guerre, de créer des institutions de régulation mondiale. Mais est-ce que l'on aura la capacité de refaire une ONU sur le plan de la santé, de refaire une régulation mondiale sur le plan des finances et sur la problématique à laquelle il va falloir répondre? Nos concitoyens, et notamment de plus en plus de jeunes, vont dire: vous êtes capable de trouver des milliards de dollars pour soutenir la mise en arrêt de l'économie pendant 2 mois ou 3 mois, et au nom de quoi vous ne pourriez pas en consacrer 10, 20, 30% pour pouvoir préserver le futur de la planète, qui est la préservation de l'environnement. Et je le dépasserai largement, Stanislas, la problématique du changement climatique. C'est toutes les problématiques de la relation de l'homme et de la nature, de la biodiversité, des flux de communication. Ça n'est pas uniquement les changements climatiques qui sont généralement une conséquence et qui nous font oublier les causes. Et le fait de voir qu'en France, nous avons des ministres qui consistent aujourd'hui à dire: privilégions les sueurs qui courent. C'est une remise en cause des politiques et des pratiques agricoles absolument fascinante. Remettons en cause les flux touristiques. C'est une remise en cause incroyable de montrer qu'on avait libéré complètement l'espace au mépris de toute conséquence environnementale. Donc je crois que la crise, mais dans un laps de temps très court, pendant 2, 3 ou 4 mois, va poser dans l'urgence des réponses de dimension européenne dans lesquelles l'Europe explosera ou se construira. Or, la dimension des problèmes mondiaux nécessite des réponses de caractère continental. Et puis, il y a quelque chose qu'on n'a pas du tout intégré, c'est la notion de l'Afrique. On voit bien qu'aujourd'hui, les pôles asiatiques, américains, européens et africains vont devoir essayer de se construire des réponses continentales par rapport à ces enjeux d'environnement qui sont aujourd'hui plus préoccupants que jamais et dans lesquels je ne suis pas sûr que, malgré la libération des barrières budgétaires et de la création de la monnaie ex nihilo par les banques centrales pour sauver le système économique, il y ait une volonté politique d'en consacrer une partie à la remise en cause de nos schémas économiques classiques. Dominique. Mon micro. Oui, moi, on voit bien que la tentation est très forte. Il y a déjà des mesures. Alors en France, par exemple, on lève un certain nombre de normes environnementales. Aux États-Unis, c'est encore pire. Donc la tendance, si l'on veut, d'une espèce de relance comme ça, purement keynésienne, est très forte. Mais je ne suis pas sûr qu'elle résiste à la pression de la réalité. Alors déjà, premièrement, la chose qui était, et ça renvoie à ce que vient de dire Jean-Paul, effectivement, le climat, c'est qu'un des paramètres, même si c'est un paramètre fondamental. Mais l'idée que cette crise est écologique a du mal à passer. Or, elle est écologique. Elle est la conséquence de la destruction des écosystèmes, là, en l'occurrence, de la destruction de l'habitat d'une chauve-souris chinoise. Alors, on ne sait pas si c'est le pangolin, une civette ou un chat, mais effectivement, le virus ne peut pas passer de la chauve-souris à nous. Mais on a une conséquence d'une zoonose qui s'est transformée en épidémie puis en pandémie. En fait, les zoonoses augmentent très régulièrement depuis les années 50. Elles ont explosé depuis une vingtaine d'années. Aux zoonoses s'ajoutent aussi les maladies infectieuses vectorielles, donc le Zika, chikungunya, etc. L'OMS nous en a averti. En fait, il n'y a pas d'après-Covid. C'est-à-dire on aura d'autres zoonoses qui vont déboucher sur des pandémies. On rentre un peu dans une période qui ressemble à celle qu'on a connue au néolithique, où on s'est payé la variole, la rubéole, etc., parce qu'on avait créé des conditions de contiguïté entre une concentration animale et une concentration humaine. Donc ça, en fait, il n'y a pas d'après-Covid. On aura d'autres attaques. Et comme vous le savez, un vaccin, c'est au mieux une année, si ce n'est 2, de mise au point. En plus, s'il faut vacciner 8 milliards d'êtres humains, ça va quand même être un peu long. Bon. Et donc, ne serait-ce que déjà qu'avec ce Covid, on n'en est pas sorti. Tout le problème du confinement, de la sortie du confinement, ça va être de ne pas faire repartir le taux de diffusion, le taux qui fait combien d'autres individus en infectent un qui est infecté. Bon, donc voilà, ça c'est la première considération. Deuxième considération, imaginez qu'on ait un confinement avec une canicule. Je ne vous dis pas le plaisir et ce qui va se passer dans les banlieues. C'est quelque chose qui serait complètement intolérable et les mêmes causes produisant les mêmes effets. Depuis 2018, on constate effectivement une évolution très nette du seuil de mobilisation en termes de climat parce que désormais on est dans le 2e degré de chauffe et les effets du réchauffement deviennent beaucoup plus violents
est beaucoup plus sensible pour les gens. Mais vous rigolez, ça va empirer. Hein. Ça va empirer. Si je regarde par exemple les prévisions des services météo anglais, ils nous préviennent qu'on sera peut-être en 2024, enfin entre maintenant et 2024, déjà à 1,5 degré. Et comme vous le savez, on sera à 2 degrés. Et ça, c'est dans les tuyaux en 2040. Et là, moi, j'en veux énormément au GIEC avec sa communication catastrophique sur les 1,5 degrés. Entre le discours des scientifiques du climat, quand vous discutez avec eux, et puis la discussion publique, il y a quand même un sacré problème. Ils ont pris une sacrée responsabilité dans cette affaire. Donc non, en fait, la tentation dont vous parlez, elle va en plus se réaliser, j'en ai bien peur, mais en fait, la réalité va très rapidement nous rattraper. Et donc, les conflits qui déchirent la société de ce fait-là vont devenir beaucoup plus violents. Et cette part de la jeunesse très bien formée et qui ne trouve aucune expression politique à son positionnement va évidemment se radicaliser. Et la volonté d'une partie de la société et dans les mieux formés de rompre avec le système en l'état va se renforcer dans les mois et les années qui viennent. Et on a une Europe par rapport à ça qui est une Europe autiste et qui n'entendra rien parce qu'elle fait partie de ce lessivage intellectuel de l'économie néoclassique. Ils ne bougeront pas. Ils ne bougeront absolument pas. Donc voilà, moi je suis assez inquiet de voir, si vous voulez, un autiste qui ne peut que déboucher sur une forme de violence. Et pour tout dire, ça me fait assez peur. Alors, avant peut-être de donner à chacun, parce que le temps avance, un petit mot de conclusion, et je suggère de le faire sous forme d'espoir ou de souhait, hein, de l'après-crise. Je vous propose que Jolan, qu'on n'a pas encore entendu, nous fasse peut-être un commentaire sur les questions qui ont été posées et ce qu'il a entendu. Je ne sais pas si tu nous entends, Jolan. J'entends. Moi, j'aimerais bien réagir rapidement sur ce qu'a dit Jean-Paul. Je pense que, et par rapport à la question des générations que Thomas a soulevée, je pense que la crise actuelle, de par la restriction des espaces et donc par ricochet la volonté de s'ouvrir de plus en plus par rapport à la situation post-Covid, peut-être une opportunité fabuleuse pour rapprocher les générations. Les gens n'ont pas l'opportunité à l'heure actuelle de voir leurs parents, leurs grands-parents, et réciproquement leurs enfants autant qu'ils le voudraient. Et je pense qu'à l'heure actuelle, et ça rentre dans la question que Thomas posait de ce lien entre les générations, et ça peut être aussi mon mot positif par rapport à ta question, Stanislas. Je pense qu'on a peut-être une opportunité assez importante de rapprocher les gens, de rapprocher les générations, parce qu'ils réalisent à l'heure actuelle que leurs collègues ne sont pas aussi affreux qu'ils ne le pensaient, que leurs copains d'école ne sont pas aussi mauvais qu'ils le pensaient également. Et donc ce besoin de rapprocher les gens, ce besoin de rapprocher les générations, je pense que c'est inscrit en nous, et je pense que ça peut avoir des conséquences politiques importantes, en tout cas je l'espère, dans ce rapprochement des générations, au lieu du fait qu'elles s'opposent à l'heure actuelle. Et je rejoins assez Thomas dans sa lecture des générations qui se font face à l'heure actuelle, mais je vois une opportunité assez importante à l'heure actuelle par rapport à ce que nous vivons. Paul. Oui. J'ai écrit avec Vincent Burnand-Galpin, qui est un étudiant d'abord à l'INSAE, l'école qui forme des grands statisticiens en France, et qui est maintenant à Sciences Po. Et on a fait un livre qui est en fait une sorte de développement un peu de la communication que j'avais faite à Transmutation. Et on a une grande malchance et une très grande chance. La grande malchance, c'est que le livre sort alors personne ne peut l'acheter le 18 mars. La chance, c'est qu'il avait déjà circulé sous forme de manuscrits, sous forme d'épreuves, et qu'en particulier, ça a permis à M. Macron en France d'intégrer deux éléments qui sont dans le bouquin. Tout le monde a noté, ceux qui ont vu le livre, que la formulation étant quasiment la même, il s'agit sans doute d'un copier-coller. C'est-à-dire qu'en fait, ce livre qui s'appelle « Comment sauver le genre humain » et qui est
fondée sur la réflexion sur le drame écologique et en particulier le réchauffement climatique, a trouvé dans le cadre de cette crise-ci une manière en fait de faire une répétition générale, et avec l'avantage, je dirais, si on peut parler d'avantage d'une situation comme celle-ci, que les gens voient la menace, que la menace est perceptible, alors que le danger un petit peu pour toute la réflexion sur le climat, c'est qu'effectivement, oui, quand on vous dit, comme ça vient d'être dit, imaginons le confinement plus une canicule, à ce moment-là, les gens se rendent compte du niveau auquel on peut arriver. Alors, effectivement, nous avons la possibilité, mais il faut l'utiliser pleinement, de voir une sorte de test des catastrophes encore à venir et que des gens comme les Australiens, par exemple, vivent déjà en direct, en profiter pour voir là un terrain d'expérimentation et surtout de ne pas oublier après. C'est-à-dire que nous avons fait confiance, après la crise de 2008, nous avons fait confiance aux politiciens, aux milieux financiers qui ont dit on a compris la crise, on a compris ces leçons, faites-nous confiance, on en tiendra compte. Et on leur a fait confiance et ils n'en ont pas tenu compte. Ils ont voulu reconstituer le système à l'identique. Il y avait un rapport qui circulait en 2009. Il n'y avait aucun grand penseur de l'économie. On avait mis une douzaine d'entre nous dans la liste. Aucun n'avait soutenu la proposition de reconstituer le système à l'identique. Or, c'est celle qui a été de fait par les rapports de force qui existent dans notre société qui ont fait cela. Ce qu'il faut absolument que nous fassions, c'est de tirer parti de ce qui est en train de se passer pour montrer que le rapport de force ne sera plus en faveur simplement de la reconstitution du même système, dont je l'ai souligné. Elle conduit à une certaine désespérance des jeunes qui ne voient pas le moyen, en tout cas dans certains pays, c'est peut-être pas le cas pour la Suisse, ne trouvent pas le moyen, dans le cadre tel qu'il est défini maintenant, de faire leurs revendications. Merci, Paul. Jean-Paul. Oui, moi, je me souviens avec Nicolas Hulot, au Conseil économique et social, nous avions créé le sommet des consciences pour montrer que le débat environnemental n'était pas uniquement qu'un débat politique, mais que ça nécessitait la responsabilisation de chacun. Moi, je crois à l'intelligence collective. Je crois à l'intelligence citoyenne. Et aujourd'hui, beaucoup de théories économiques, beaucoup de théories politiques, beaucoup de théories même de penseurs vont devoir remettre en cause leurs convictions. J'évoquais tout à l'heure le fait qu'aujourd'hui, pour les compagnies aériennes, il y a une obligation de nationalisation. L'Europe va être obligée de se sortir de cette recherche sur laquelle nous étions tous responsables, de la recherche du bas coût, donc de la délocalisation dans des pays à main-d'œuvre peu élevée. Et on va voir réapparaître par rapport à l'incertitude du futur les besoins de protection sociale, les besoins donc de solidarité collective plutôt que d'assurance individuelle. Donc il y a toute une série d'opportunités, de questions politiques qu'il ne faudra pas laisser uniquement aux mains des politiciens guidés par un calendrier de conquête de pouvoir et non pas d'un pouvoir au service d'un projet de société. Et donc investir dans l'intelligence collective, dans l'éducation et le sens du débat dès le plus jeune âge, dès les écoles scolaires, montrer à chacun qu'il peut être acteur de son quotidien, de son futur et de son responsabilité vis-à-vis de son voisin, vis-à-vis de la proximité, de son collègue de travail. Faire en sorte qu'en France, par exemple, le ministre a pu imposer aux entreprises de ne pas distribuer de dividendes tant en sollicitant des aides d'État. On voit bien que la répartition entre actionnariat et salariés fait que peut-être, au lieu d'être une communauté d'intérêts, nous pourrions être une communauté d'intérêts collectifs au sein des entreprises, au sein des collectivités, au sein des nations, au sein de l'Europe. Et c'est ce à quoi je crois, c'est à la capacité d'un éveil des consciences plutôt que dans une gestion de défense des intérêts de court terme et catégoriels. Merci, Jean-Paul. Dominique? Dominique, ta vision optimiste, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer les choses? Voilà, j'ai allumé mon micro. Oui, je disais qu'effectivement, ce que dit Jean-Paul et ce que j'ai dit, les deux existent.
C'est-à-dire qu'on a des signaux contraires. On a des signaux qui nous montrent qu'on est capable d'aller dans une autre direction, et puis on a des signaux qui nous ramènent au contraire même au pire du passé. Hein, c'est Trump, par exemple, qui supprime toutes les normes sur les carburants. Bon, mais ce qui me semble, c'est qu'en fait, et là je renvoie plutôt à la France, mais c'est pas très loin en Suisse, j'imagine qu'en Belgique c'est pas très différent. Moi j'étais très frappé par 3 sondages, dont le premier était paru fin novembre et le dernier début janvier, qui montraient que dans la population, on avait une espèce de majorité, en gros située à 55%, acceptant que la sobriété est quelque chose à laquelle on n'échappera pas. Sobriété matérielle et énergétique. Et évidemment, ça ne se traduit ni dans les votes, ni dans les comportements. Mais c'est déjà, alors sur le plan des consciences, comme dirait Jean-Paul, c'est déjà une forme de basculement. Et donc, évidemment, la tension entre cette vision des choses et puis la volonté de repartir comme avant, elle va être très forte. Je pense qu'elle va être vive pendant un certain mois et même un certain nombre d'années. Et suivant la réponse qu'on va lui donner, on va accentuer la violence et le décrochage dans la société, ou au contraire, on va aller vers une certaine forme de pacification. Et évidemment, je souhaiterais plutôt qu'on aille du côté de la pacification, mais voilà, pour le moment, il me semble que les choses restent très ouvertes et très contradictoires. Merci Dominique. Thomas. Oui, mon message d'espoir, c'est la révélation que peut être cette crise. On avait, dans le cadre du Parti socialiste européen, un échange avec les leaders des différents partis socialistes à travers l'Europe. Et cette phrase de Jérémy Corbyn qui commence la réunion en s'excusant d'avoir perdu les élections générales et qui dit qu'il est d'autant plus désolé que 4 semaines après, les choses pour lesquelles il se battait le plus farouchement dans son programme, notamment en matière de revalorisation du National Health Services, sur la solidarité, etc., apparaissaient dans la crise comme des évidences. Et je pense que s'il y a quelque chose qui peut ressortir de positif de cette crise, c'est quelque part ce que j'appellerais la sanctuarisation des communs. Et la sanctuarisation du fait, voilà, qu'aujourd'hui on remercie les facteurs en Belgique. Les enfants colorient des choses sur leur boîte aux lettres pour remercier les facteurs. On met des petits mots merci pour les éboueurs. On se demande comment est-ce qu'on a pu faire des coupes des économies dans la santé. Et donc il y a des choses qui peut-être nous apparaissaient plus comme des évidences sur la façon dont on gère nos communs, dont on rend visibles des fonctions qui sont essentielles mais sous-valorisées dans la société. Et vraiment, mon message d'espoir, c'est de se dire, tiens, on a rendu visible toute une série de choses qui étaient devenues invisibles et il faut les sanctuariser. Merci Thomas. Merci à tous les 5 pour ces échanges passionnants. Je pense qu'on a ouvert des pistes d'espoir aussi, tout en donnant des explications sur la situation actuelle. Donc, on va mettre cette vidéo en ligne. Je vais d'ailleurs l'arrêter. Voilà.